à toutes Merci. et à tous. Merci d'être là pour cette table ronde. Donc, le matériel de demain sera-t-il 100% recyclé? Il sera évidemment question de matériel sous toutes ses formes, donc vestimentaire, les accessoires également. On a par exemple une personne qui fait de l'escrime parmi nous, donc voilà, les sabres, les épées, etc. Avec deux fils conducteurs principaux en distinguant chez les amateurs des professionnels, puisqu'il y a quand même des problématiques et des enjeux qui sont très différents dans les deux. Avec moi, donc autour de la table, je vais faire une très courte présentation. Il y a Théo Lapouge à ma droite, un ancien sportif de haut niveau en demi-fond, notamment membre de l'équipe de France. À ma gauche, Cécilia Berder, qui est également membre de l'équipe de France, qui est une championne d'escrime spécialisée dans le sabre. Et puis encore plus à ma gauche, Charles Pénaud, qui travaille au sein de la recyclerie sportive, où tout est dans le nom. D'abord, je vais vous poser une question à tous les trois. Vous pouvez répondre en quelques mots. C'est quoi pour vous le matériel ultime, votre matériel phare? C'est moi qui, ouais. Bon, moi, je ne vais pas faire très original. C'est sûr que tout à l'heure, ils m'ont soufflé un sabre, ça me donne envie de dire ça, mais j'ai plus envie de dire un masque. Un masque, parce que nous, pour un escrimeur, c'est ce qui nous protège. Tout ce qui se passe dans notre tête, il faut imaginer quand ça va très vite, les touches, ben, c'est celui qui sera le plus malin. Et puis, on est caché derrière un grillage, on est quand même bien protégé. Donc, voilà, c'est ce mélange d'instinct, de rapidité, de concentration. Voilà, c'est une bulle de concentration. Et moi, mettre un masque d'escrime, on veut toujours qu'il soit léger et qu'il nous protège. Enfin, voilà, c'est vraiment rentrer dans sa bulle, rentrer dans sa compète. Et puis bien regarder son adversaire et lui dire ce match-là, il est pour moi. Charles? Alors moi, je vais sûrement parler de seconde main. Donc mon objet préféré, ça va être un ballon de basket, mais bien vieux, bien utilisé, qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir... voilà. Parce que moi, j'ai fait du basket pendant 15 ans. Et voilà, donc, le sport, c'est le basket. Et l'objet fétiche, c'est un ballon de basket qu'on peut réutiliser maintes et maintes fois. Et Théo? Et moi, en l'occurrence, alors moi, du coup, je suis un ancien demi-fondeur et on met beaucoup de vêtements, on met notamment des t-shirts. Et moi, je trouve ça, mon t-shirt ultime, ça serait un t-shirt qui serait fait à partir de matériaux végétaux, parce qu'en fait, il ne retient pas les odeurs, il est thermorégulant, etc. Et ça a plein d'avantages pour le coureur et aussi pour l'environnement. Et donc moi, et effectivement, chez Sensus, on les développe, donc c'est aussi intrinsèquement une volonté, mais ça serait vraiment ça, un t-shirt issu de matière végétale, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment le futur. Et donc, on continue avec toi, Théo, pour nous présenter ta marque que tu as fondée il y a quelques années maintenant. Tout à fait. Donc, je m'appelle Théo Lapouge. Je suis le dirigeant et le fondateur de la marque de running Sensus. Donc, chez Sensus, on fait des vêtements de running à partir de matériaux recyclés, bouteilles plastiques recyclées, déchets textiles recyclés, et aussi des matériaux végétaux, des graines de ricin, de la pulpe de bois, et à venir aussi des déchets de maïs. Notre objectif à nous, c'est de trouver le meilleur compromis entre un vêtement très technique et éco-responsable. Un vêtement technique, c'est quoi? C'est un vêtement qui va être léger, respirant, potentiellement anti-odeur, je l'ai dit, qui va sécher très vite. Et c'est aussi un vêtement, nous, on fait beaucoup de co-création avec nos coureurs. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 coureurs qui co-créent les vêtements avec nous. Donc, on vient co-créer le vêtement en disant le t-shirt, par exemple, le t-shirt ultime, qu'est-ce que ça serait? Notre coureur, il va nous dire ça sera un t-shirt anti-odeur, très léger, qui sèche en 15 minutes, etc., etc. Il fait sa liste au Père Noël. Et nous, on essaie de le créer derrière. Donc ça, c'est un vêtement technique. Et ensuite, le côté éco-responsable, effectivement, on utilise des matières recyclées et aussi végétales. Nous, en l'occurrence, les matières végétales ont un impact carbone qui est encore inférieur, puisqu'on vient déclarer l'impact carbone sur chaque produit, on vient le justifier. Donc on vient dire la graine de ricin, c'est tant, la confection au Portugal, c'est tant, etc., etc. Et ensuite, c'est fabriquer un vêtement localement. Donc nous, on fait fabriquer à moins de 980 km pour être précis de chez nous à Bordeaux, entre l'est de la France, la région Rhône-Alpes, le sud-ouest, le nord de l'Espagne et le nord-ouest du Portugal. Et ensuite, on a une démarche environnementale qui est très sérieuse, qui est très volontaire, et on fonctionne uniquement sur un système de précommande, c'est-à-dire qu'on vend nos vêtements uniquement en ligne, on n'a aucun distributeur, on vend uniquement sur notre site internet à nous, sous forme de précommande. Donc on évite la surproduction des vêtements. Très concrètement, on fait un shooting photo, on dit voilà le t-shirt, en l'occurrence j'ai le t-shirt manche longue sur moi aujourd'hui, le t-shirt manche longue il est en précommande, il est en bouteille plastique recyclée, il est à tel prix, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et donc on fait face à la demande et on vient produire en fonction de ce qui a été demandé et ce qui a été précommandé en l'occurrence. Donc on évite aussi tout ce qui est surproduction et on vient inverser ce modèle-là.
Et pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans? Après, ton sport, dans tous les cas, est en extérieur aussi, donc tu es sensibilisé déjà à la nature en pratiquant ton sport. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Premièrement, c'est une volonté intrinsèque. Théo, moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Et de deux, je pense que c'est du bon sens. Aujourd'hui, on ne peut pas créer une marque de vêtements de running dans notre cas, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, sans avoir ce côté recyclé, en tout cas ce côté environnemental. Mais encore une fois, il ne faut pas faire un vêtement qui soit très bon pour l'environnement et qui ne soit pas technique, qui ne soit pas bon pour l'usage, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Donc c'est là le compromis où il est intéressant. Il faut qu'on fasse un vêtement qui soit très bon pour le coureur, en l'occurrence pour nous, très bon pour le coureur, et puis en plus, il nous le décrit en amont, donc il nous l'explique un petit peu, et qui soit très bon pour l'environnement en même temps. Mais c'est un compromis à avoir qui est très intéressant. Et on va parler évidemment de cet équilibre tout au long de cette table ronde. Je me tourne vers toi, Cécilia Berder. Quel est ton rapport, toi aussi, à l'écologie dans ta pratique sportive? J'ai pris conscience, je pense qu'il y a 6-7 ans, qu'on débordait de vêtements. Quand tu es athlète en équipe de France, tous les mois, toutes les semaines, tous les ans, tu as une nouvelle dotation, tu as un nouveau t-shirt. Et je me suis dit, mais c'est trop en fait. Tu as beau au début les donner à tes frères et sœurs qui sont très contents d'avoir un marqué France dans le dos. Et quand tu demandes à ta fédération, pourquoi est-ce que tu me redonnes un t-shirt? Tu m'as donné celui-là déjà il y a 6 mois. Oui, mais là, c'est pas le même logo, c'est pas les mêmes bandes, c'est pas. Je dis, ah, mais t'inquiète, au pire, non, celui-là, faut vraiment que tu mettes celui-là. Je dis, mais l'autre que j'ai porté du coup 5 fois 5 minutes, qu'est-ce que j'en fais? C'est souvent des vestes de représentation, de podium et tout ça. Et en fait, je me suis dit, ça va pas, déjà on étouffe. Moi, je suis quand même assez dans une culture minimaliste, de me dire, on peut être plus performant aussi dans le sport de haut niveau en étant léger, en ayant dans notre sac à dos des choses légères qu'on connaît par cœur, des choses qui nous ont vu grandir et on s'entraîne avec, on va en compète avec, on les connaît vraiment par cœur. Et cette culture-là, elle met du temps à évoluer, mais ça évolue. Il y a 4 ans, avec quelques collègues, on a fait lancé une opération à l'INSEP, donc c'est là où je m'entraîne, de redonner nos affaires d'escrime. Parce qu'il y a vraiment cette exigence aussi dans l'escrime. Tu dois passer un contrôle des armes, tu dois faire en sorte que ton matériel y passe encore. Mais après, en fait, par exemple, vous avez vu tout à l'heure des images de Manon Apiti qui a été championne olympique. Sa veste électrique qui marche plus en compète, boum, elle peut aller dans les clubs. Et après les clubs, elle peut aller dans les associations. Et en fait, c'est surtout ça, moi, je crois, c'est cette économie circulaire qui fait qu'un vêtement peut être réutilisé. Certes, il sera plus possible en équipe de France pour aller sur les championnats du monde ou les Jeux olympiques, mais il pourra faire les championnats de France et après il pourra faire les championnats de Bretagne. Et voilà, c'est cette vie-là qui est vraiment importante et il y a vraiment quelque chose à y gagner pour tout le monde, pour l'athlète et puis pour le licencié dans des clubs d'escrime aussi. Ouais. Justement, on parle du réemploi aussi avec toi, Charles Pénaud. Recyclerie sportive, principalement, oui, c'est ça, c'est du réemploi, en plus du recyclage, de l'upcycling, etc. Exactement. Donc, la recyclerie sportive, c'est une association qui a été créée en 2016. Et l'objectif, c'est de favoriser, réduire la quantité de déchets produits dans le secteur sportif. Il faut savoir qu'en France, on produit environ 104 000 tonnes de déchets de matériel de sport, donc ce qui est des sommes considérables. Et l'idée initiale à la création de la structure, c'est comment on peut contribuer à réduire cette quantité-là et comment on peut aussi, en réduisant cette quantité-là, favoriser l'accès au sport pour tous en pratiquant des tarifs solidaires. Donc, le principe même de la recyclerie sportive, c'est qu'on va collecter du matériel sportif auprès des particuliers, auprès des clubs, des fédérations et bien évidemment aussi auprès d'entreprises partenaires. Et sur la base de cette collecte, on va avoir ce qui est réparable, ce qui peut être réemployé. Donc on va faire un tri, on va faire une valorisation, on va nettoyer, on va mettre en valeur les produits et puis on va les remettre en distribution, donc dans des boutiques qu'on a dans plusieurs villes de France pour pouvoir permettre l'accès à ces matériels de seconde main à tout à chacun qui aurait besoin de s'équiper pour une pratique du sport. Du coup, tu disais, c'est un peu différent entre le sport amateur et le sport professionnel. On va clairement plutôt s'adresser à un sport amateur et à une pratique qui n'est pas à la recherche de la performance ultime, mais plutôt de permettre à tout le monde d'avoir du matériel de sport pas trop cher. Et justement, la seconde main, elle se développe beaucoup dans le prêt-à-porter de tous les jours. C'était important que le sport aussi prenne ce virage-là? C'est très important. Voilà, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas meilleure solution. Alors, la table ronde s'appelle des équipements 100% recyclés.
Avant le recyclage, qui est une excellente solution, il y a le réemploi. Avant le réemploi, il y a le fait de réduire sa consommation, hein, si vraiment on veut pousser le raisonnement jusqu'au bout. Donc c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans le sport aussi. Et il fallait pouvoir proposer quelque chose à ce niveau-là. On n'est pas les seuls, hein. En France, il y a plusieurs structures associatives, en particulier, qui développent le réemploi des matériels sportifs. Il y a aussi quelques structures privées qui essayent. Et puis, il y a une pratique que tout le monde connaît, hein, c'est Le Bon Coin, Vinted, des sites qui sont très utilisés et qui favorisent aussi un petit peu le réemploi, même si parfois elles desservent des structures comme les nôtres. Et qu'est-ce qui s'achète le plus à la recyclerie sportive? C'est très, très, très clair. Ce qui s'achète beaucoup, c'est des vélos. Il y a une grosse explosion de l'utilisation du vélo en France et le vélo de seconde main en particulier. Le deuxième, c'est tout ce qui est sport d'outdoor, donc marche, course, randonnée, tous les équipements type tente, camping. Et puis le troisième gros produit, c'est une catégorie, ça va être tout le textile, de sportwear en général, qui effectivement a des prix très, très, très compétitifs. Au sein de Sensus, toi Théo, tu produis, donc forcément le prix est différent d'un réemploi puisque tu as toute la chaîne. C'est un gros enjeu dans un équipement sportif, le prix, parce que si la personne trouve ça trop cher, elle va prendre peut-être une moins bonne qualité et ça dessert le sport. On court moins bien avec des moins bonnes chaussures, etc. Comment tu vis, toi, cette problématique du prix, de faire quelque chose qui soit accessible? C'est au départ, moi je veux créer cette marque-là, ces vêtements-là, qui soient éco-responsables techniques, on l'a dit, mais il faut que ça soit accessible. Et tu l'as dit, et Charles l'a dit aussi, si c'est pas accessible, bah, ça n'est jamais pour le grand public. On ne peut pas mettre des... En l'occurrence, j'ai parlé d'un t-shirt ou d'un short, s'il est à 90 €, bah, on ne sera jamais grand public et on ne pourra jamais mettre ce t-shirt-là sur le dos de tout le monde. Donc moi, mon rôle, ça a été de, entre guillemets, de trouver une solution pour rendre ce compromis parfait entre un vêtement éco-responsable, technique et accessible. J'ai parlé de précommande, donc c'est un premier levier pour nous. On n'a pas de distributeur, donc quand on est vendu chez Intersport, on donne à, je dis Intersport, Decathlon ou autre, un distributeur classique, qu'il soit en ligne ou en physique, on donne à peu près 50% de la valeur du vêtement. Donc quand vous achetez un t-shirt à 50 € chez un distributeur, la marque, elle touche 25. Donc déjà, de facto, on a 50% de la marge qui est coupée. Nous, chez Sensus, on n'a pas de distributeur. Donc le prix qu'on vient fixer, c'est le nôtre, et il est en fonction de notre marge à nous, et donc on arrive à proposer des tarifs qui sont beaucoup plus accessibles. Le t-shirt que j'ai sur moi, il est à 55 €, fabriqué au Portugal avec des matériaux 100% recyclés en précommande, c'est du jamais vu à ce prix-là. Le t-shirt qui est juste devant moi, par exemple celui-ci, il est issu de graines de ricin. Donc les graines de ricin, c'est quelque chose qui était inexistant jusqu'ici, pour du textile sportif. Il est anti-odeur. Donc la graine de ricin en tant que telle, c'est une matière végétale. Et nous, on a créé un tissu avec cette matière végétale-là pour en faire un vêtement anti-odeur, thermorégulant. Ce t-shirt-là, il a été fabriqué en France. Et il est vendu 49 € en précommande. Et là, on devient accessible. Et là, on arrive à faire porter ce t-shirt-là au plus grand nombre, finalement. C'est aussi ça l'intérêt pour nous de la précommande et de ne pas avoir de distributeur. On pourrait être distribué partout, mais en termes de prix, on ne serait pas accessible. Donc c'est ça notre manière à nous. Et je suppose que pour trouver, là, par exemple, les graines de ricin, tu fais des études sur des dizaines de composants, de matériaux? Oui, tout à fait. Alors, c'est très technique en développement et c'est aussi pour ça que ça n'existe pas jusqu'ici. Aujourd'hui, on travaille sur de la pulpe de bois. Donc là, j'ai une veste zippée en pulpe de bois, la graine de ricin et à venir aussi des déchets de maïs. Donc, c'est beaucoup de développement au niveau du fil avec nos tricoteurs, nos partenaires de production, parce qu'il faut que ça marche avec leur machine également. Nous, notre but, c'est de créer chimiquement quelque chose qui va ressembler à un vêtement de sport parce qu'il faut qu'il soit léger, qu'il puisse passer en machine, qu'il soit très respirant, qu'on puisse le teindre. C'est très bête, hein, mais bon, s'il n'a pas de couleur, il ne sera pas forcément porté non plus, qu'on puisse le floquer, etc. Donc nous, en l'occurrence, avec des matières végétales, on arrive à faire du polyamide biosourcé. Donc en l'occurrence, le ricin, ça va être du polyamide 5.10 et ça va se rapprocher d'un polyamide vierge issu du pétrole ou recyclé. Et donc en teinture, on arrive à se débrouiller, en flocage, on arrive à se débrouiller. Et en confection, en couture, on arrive à se débrouiller aussi. Et est-ce que les sportives et sportifs amateurs sont au rendez-vous pour l'instant? Tu sens que c'est une graine, pour le coup, qui germe un peu dans leur tête de s'habiller mieux, même quand on fait du sport?
parce qu'on propose une offre accessible aussi. En fait, on ne peut pas aujourd'hui, et puis avec le contexte actuel en plus de ces dernières années, on ne peut pas consommer éco-responsable ou bio ou ce que vous voulez si c'est beaucoup trop cher. Donc nous, notre objectif, c'est ça, et c'est ça qui plaît beaucoup. Et la démarche globale, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur précommande, donc déjà on évite tout ce qui est surproduction, et ensuite on est très transparent. Donc je citais tout à l'heure l'impact carbone, on vient déclarer notre impact carbone très précisément, hein. On vient dire entre notre fournisseur A et notre fournisseur B, il y a 712 km, donc ça fait environ X kilos de CO2 équivalent en fonction du poids, donc c'est très très précis. Et on vient aussi déclarer nos fabricants. Donc aujourd'hui, c'est des vêtements qui sont durables, etc., parce qu'on a des fabricants de qualité, et en plus, on les nomme, on les cite. Donc c'est ça qui plaît aussi beaucoup aujourd'hui. Donc consommer mieux, oui, mais encore faut-il pouvoir, et nous, c'est ce qu'on propose. Tu parlais de sensibilisation tout à l'heure, Cécilia, avec le fait de donner à des écoles ou pour d'autres compétitions peut-être moins prestigieuses et moins exigeantes que des Jeux Olympiques ou des Jeux mondiaux. Cette sensibilisation, elle passe aussi, on t'a vu dans des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. C'est aussi un rôle que tu prends en tant que sportive, d'avoir cette résonance-là? Oui, parce que c'est quelque chose qui me parle. J'ai aussi la chance d'être maman et du coup de de me dire que l'avenir, il est aussi dans les yeux de la nouvelle génération et qu'on peut faire mieux. Le sport de haut niveau peut clairement faire mieux dans énormément de domaines, les déplacements, mais aussi le matériel. Quand on voit la tenue que j'ai, c'était au jeu, par exemple la veste électrique, on m'en a donné 4. Et il faut imaginer que j'en ai utilisé qu'une. Et j'ai dit, non, mais j'ai besoin que d'une. Non, mais imagine, au contrôle des armes, tu vas en avoir besoin d'une autre. Si jamais il y en a une qui casse, il y a toujours des si, oui, mais. Enfin voilà, c'est si tu as peur de ça. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai 3. Et il va falloir que je retrouve une nouvelle vie à ces 3 vestes qui sont neuves, hein, qui sont encore dans leur plastique. Donc il y a des vrais enjeux chez nous dans le haut niveau. Alors pour le recyclage, c'est une chose, mais aussi matière recyclée, l'escrime, on en parlait tout à l'heure en coulisses. C'est zéro si vous voulez le lancer dans une entreprise là-dedans. Toi, tu n'as jamais porté de pas. recyclé en compétition? Je me suis renseigné un peu quelles étaient les matières pour l'escrime. C'est quand même assez technique. J'ai demandé à ChatGPT. Il y a de l'acier inoxydable, il y a du nylon, du coton renforcé, du Kevlar. C'est des choses qui sont très techniques et qui ont des exigences de sécurité et de propreté, de netteté. Ça veut dire que j'ai déjà porté un masque de compète et que j'arrive au contrôle des armes, on me dit il est plus bon. Je dis, il marche, je m'entraîne avec, il marche très bien. Oui, mais là, si on te touche sur ce millimètre-là, il ne passera pas. Et du coup, le masque, il devient quoi? Et pour beaucoup d'athlètes qui n'ont pas cette sensibilité-là, il va être enfoui dans un placard. Et je vous assure que ce masque, il est neuf en termes de sécurité, il est total. Donc il y a des enjeux, tu l'as très bien dit aussi, déjà de dire non à la source. On a trop, les gars. On n'a pas besoin d'autant. On n'a pas besoin d'autant d'affaires d'escrime. On n'a pas besoin de réduire aussi les contrôles de sécurité, les contrôles des armes. C'est d'une exigence de plus en plus folle, en fait. Des fois, on arrive avec des fils de Corse, et vous savez, c'est juste de la conduction électronique et électrique. Ils nous disent, il ne marche pas. Pourquoi? Là, la couleur, ça ne va pas. C'est du non-sens, en fait. Et dans le haut niveau, c'est ça. Pourquoi la couleur, ça ne va pas? En termes de... Là, pour la télé, c'est pas joli, c'est orange, on voudrait que ce soit blanc. Mais le truc est neuf, il vient de sortir de l'entrepôt, de l'usine. Et on marche sur la tête vraiment dans le niveau, dans des exigences de sécurité, de contrôle, de médias, de beauté, alors que les choses marchent très bien. Donc voilà, moi, cette prise de conscience, je l'ai pris très vite. La nouvelle génération aussi en prend conscience. Mais il y a un vrai impact à avoir sur les fédérations, qu'elles arrêtent de nous donner autant. Et c'est aussi un rôle un peu médiatique. Le sponsor, il veut toujours avoir son sponsor sur lui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas une veste où c'est juste un scratch? Et d'une année à l'autre, on change de sponsor, donc on enlève le scratch. On a tous eu ça, des scratchs, on était contents quand on était petits de mettre des scratchs sur nous, et voilà, ça pourrait être une idée. Et tu as quel retour des fédérations ou des personnes à qui tu en parles comme ça? Le responsable des équipes de France, il n'y a pas plus tard que 15 jours, je lui dis, j'ai pas besoin de cette veste cette année, j'ai la mienne qui est toute neuve, et il m'a dit, non, parce que la dernière fois, tu avais les bandes là, mais maintenant, elles sont là. Et j'ai dit, mais qui va voir la différence? Il fait, pour les photos, il faut que ce soit uniforme, que vous ayez tous le même. Et du coup, je fais quoi de l'ancienne, quoi? À Noël, ils seront contents, ma famille, mais en vrai, j'aimerais bien avoir moins, en fait, parce qu'on n'en a pas besoin d'autant. Hein. Combien de temps ça se recycle un matériel sportif, si on parle des vêtements, par exemple? Alors, recycle, je ne sais pas, ça va dépendre surtout de la qualité, de la typologie de matériel qui est utilisé à l'intérieur. C'est assez technique, le recyclage, ça va dépendre vraiment des matériaux, en fait. Mais ça peut se réemployer. Ça peut se réemployer beaucoup de fois. Voilà, en fonction des articles, évidemment, il y a de l'usure, il y a des articles qu'on ne peut pas utiliser trop souvent parce que
Après, les prestations ne sont pas du tout les mêmes, et puis même le plaisir se perd, mais au global, je pense qu'on n'a pas le réflexe, on n'a pas suffisamment le réflexe de penser à la réutilisation, ou aussi simplement de donner, parce que quelqu'un d'autre va pouvoir bénéficier de cet article ou de ce vêtement. Et en ça, je pense qu'on a un rôle à jouer. On parlait du sport professionnel. Je pense qu'on a un rôle à jouer sur le collectif global, en fait, sur comment on amène de la sensibilisation au réemploi partout. Nous, c'est pour ça qu'on travaille avec des entreprises, en particulier on travaille avec la Matmut, qui nous soutient pour essayer de porter un message fort, qui est le sport très très collectif, c'est-à-dire faisons ensemble, faisons avec le moins de nouveaux matériaux possibles. En tout cas, essayons de sensibiliser un maximum de personnes à comment on peut réduire l'impact du sport au global, pas que sur la question des matériaux. On était avant-hier au Loup, le club de rugby de Lyon, pour parler avec un groupe de supporters, les sensibiliser, savoir comment du coup le groupe de supporters va essayer de mettre en place quelque chose en partenariat avec le club, bien évidemment, pour réduire les impacts environnementaux dans le sport. Et je pense que voilà, il y a vraiment un besoin d'engager la société au global, en montrant que aussi dans le sport, on peut faire des efforts, aussi dans le sport, il y a des choses à travailler. Et c'est peut-être aussi plus compliqué de convaincre sur des tenues sportives, parce que la seconde main, déjà il y a des personnes en prêt-à-porter classiques qui n'en veulent pas. Là, c'est vrai que ça peut prêter à sourire de se dire qu'on va courir avec le même maillot avec lequel quelqu'un a couru 2 jours avant. Ça peut faire un peu bizarre, ça peut répugner certaines personnes. Est-ce qu'il y a aussi ce combat-là de dire, voilà, le sport, le vêtement sportif, il n'est pas crade? Alors, vendu comme ça, effectivement, c'est compliqué. Mais pour rassurer tout le monde, on lave les vêtements qu'on vend à la recyclerie sportive, sinon ça ferait effectivement fuir des gens. Mais après, il y a absolument... sauf à ce qu'effectivement, d'un point de vue de la performance, on ait une crainte de perte de performance, il n'y a aucun souci à utiliser un équipement qui a déjà servi. Au contraire, s'il a déjà servi, c'est peut-être qu'il était plutôt bien. Et tu sens que le public et les clients sont au rendez-vous, que cette barrière mentale-là, elle est cassée chez tout le monde? Or, chez tout le monde, non, clairement pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille faire de la sensibilisation à l'extérieur. Nous, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation dans les quartiers prioritaires de la ville en particulier, pour aller toucher aussi un public qui n'est pas forcément toujours sensibilisé sur ces sujets-là. Donc non, la barrière n'est pas cassée. Par ailleurs, on est présent dans peu de villes et dans peu d'endroits dans les villes. Donc si on veut essayer de toucher un maximum de gens, il faut que des structures comme les nôtres soient présentes dans beaucoup plus d'endroits. Parce que typiquement, vous connaissez peut-être tous Emmaüs ou d'autres grandes ressourceries généralistes, mais vous allez trouver très peu d'articles de sport dans ces structures-là, parce que c'est pas du tout leur cœur de métier. Ils savent pas comment le traiter, ils savent pas comment le mettre en avant. Et donc, pour le sport, il faut avoir une approche un peu spécialiste. Et c'est ce qu'on essaie de porter. Vous, pour l'instant, vous êtes dans moins d'une dizaine de villes, c'est ça? Nous, on est présent en Ile-de-France, à Massy-Palaiseau, à Boulogne et à Paris. Bientôt à Montreuil et à Saint-Denis. D'ailleurs, dans la piscine olympique, qu'on aura une boutique solidaire dans la piscine olympique. Et puis, on est présent à Lyon, Grenoble, Marseille et Bordeaux. Mais voilà, ça reste encore une couverture géographique ridicule au vu des enjeux. C'est important de repenser le vêtement pour qu'il soit, dès sa fabrication, tout de suite recyclable, qu'on n'ait plus de mal à recycler, parce qu'il y a plein de vêtements, notamment sportifs, où ça dépend des pièces, ça dépend de la partie du vêtement. Certaines sont recyclables, d'autres non. De tout de suite penser un vêtement en tant que recyclable. Alors, en tant que recyclable, oui, mais je vais rejoindre Charles là-dessus. Il faut d'abord qu'il ait un temps d'usage, une durée d'usage, une durabilité, qu'on puisse l'utiliser des années, des années, des années, qu'on puisse le réemployer. Et derrière, on pensera au recyclage. Mais évidemment, notre rôle à nous, quand on met un vêtement sur le marché, c'est qu'il soit recyclable. Ça, on y pense et on le fait, et on fait en sorte qu'il soit recyclable.
Mais par exemple, Et l'enjeu, c'est la durabilité principalement en fait. tout à fait, il faut qu'on consomme moins. Nous, c'est quelque chose qu'on prône aussi. En faisant que de la précommande, on évite tout ce qui est surconsommation. On est à 24 heures du Black Friday. Nous, ça va nous faire ni chaud ni froid parce qu'on n'a aucun intérêt à faire ça. Donc, d'abord, une durée de vie. Donc, nous, dans nos vêtements, par exemple, on vient mettre des surcoutures aux endroits où ça peut lâcher un peu plus vite sur les coutures, etc. C'est des détails qui font que le vêtement va durer plus longtemps. Il sera potentiellement réemployé et ça, c'est hyper important. Et derrière, on pourra le recycler. Mais en fait, le recycler, on part quand même d'un déchet au départ. Donc, moins on a de déchets, l'objectif, c'est pas d'avoir de plus en plus de déchets, on est bien d'accord. Donc, de toute façon, on va avoir un gisement de déchets qui va être moindre, petit à petit. Et donc, et pour autant, on a beaucoup de recyclage en face. Je vais prendre un exemple très concret, la bouteille plastique recyclée. C'est un gisement, dans notre vie de tous les jours, on utilise de moins en moins de bouteilles plastiques recyclées. Pour autant, les manières de la recycler sont de plus en plus larges. Et donc, on a un gisement qui est de plus en plus faible. Pour autant, on a des leviers de recyclage de plus en plus élevés. Donc, à un moment donné, on va avoir un problème. On n'aura plus de bouteilles plastiques recyclées à recycler. Donc, c'est pour ça aussi qu'on part sur des matières végétales, nous. Et donc, pour éviter de créer du déchet, il faut créer un vêtement qui soit durable. Et ça, effectivement, en termes de développement de produits, oui, durable et recyclable. Et comment tu fais pour savoir qu'il est performant ? Pour justement, si tu t'adresses à des gens qui sont soit amateurs plus, soit semi-professionnels, professionnels, est-ce que tu as des retours ? Est-ce que tu as fait des études ? Savoir si, voilà, je prends par exemple des chaussures de course. Est-ce qu'on court pareil avec des chaussures de course ou est-ce qu'il y a des éléments qui sont, à l'heure actuelle, essentiels et pas recyclables dans une chaussure ? Alors, dans une chaussure ou dans un vêtement, nous, en l'occurrence, ce sera plus sur du vêtement. Mais nous, au départ, on vient co-créer les vêtements avec notre communauté à nous. Donc effectivement, le coureur, aujourd'hui on a 12 000 coureurs, donc sur les milliers de coureurs qui nous répondent, on va avoir des idées. Et effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra pas faire sur le vêtement parce que ce n'est pas recyclable. Ça, c'est notre rôle. Et en développement de produits, on s'arrache la tête, on s'arrache les cheveux à essayer de faire le meilleur compromis entre un vêtement qui soit très technique, qui corresponde aux besoins du coureur, en plus qui nous l'a dit en amont, mais qui soit recyclable in fine. Et ça, c'est notre rôle à nous, mais c'est tellement dur, effectivement, mais on y pense dès le départ. Et Cécilia, est-ce que toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu ne portais en compétition pas de recyclé. C'est aussi le cas dans plein de fédérations, je suppose. Donc vraiment, pour l'instant, le sport de haut niveau et la haute performance, elle n'est pas accessible à ce type de vêtements ? Elle est pas accessible au recyclé, c'est possible, quoique pour certaines disciplines, bien sûr, comme le running, évidemment, il y en a de plus en plus, mais des choses très techniques, c'est vrai que c'est difficile. Nous, le vrai enjeu, ce sera de l'économie circulaire de redonner. Enfin, voilà, nous, on avait fait une opération à l'INSEP, c'était Donne ta doudoune, où tous les gens, ils nous ont donné même des kimonos, parce que c'est très technique aussi, des manteaux, des choses qui font que, après, l'association est venue récupérer. C'était tout simple, c'est du bon sens en fait. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont liées au bon sens. On met des bacs dans n'importe quel gymnase, des bacs dans l'INSEP, dans nos centres d'entraînement, et les gens, une fois que leur outil est cassé ou abîmé ou n'utilisent plus, des lunettes de piscine, des bonnets, bim, on le met dans le bac et boum, ça a une vie. Je pense qu'aujourd'hui, chaque gymnase devrait être équipé d'un bac comme ça. Nous, à l'INSEP, ça a vraiment eu un succès où l'association est venue récupérer après tout le matériel et c'était génial parce que ça revit et les gens, les athlètes, vous les voyez qui sont en équipe de France, plus légers, vraiment, vraiment plus légers parce ils ont fait une bonne action et que tout le monde a envie de faire ça. Tout le monde a envie de redonner les choses qu'on utilise un petit peu moins ou que voilà, ça crée quelque chose chez nous. On est tous pareils et pour moi, c'est l'avenir. Mettre un bac dans n'importe quel gymnase, n'importe quelle piscine, n'importe quel centre d'entraînement. J'ai fini ou j'arrête le jiu-jitsu, je me suis lancé là-dedans, je me suis acheté du matériel, je ne veux plus, bim, je donne dans le bac et la recyclerie viendra le récupérer, je suis sûre. Avec grand plaisir. Je pense qu'il faut aussi rajouter un autre élément qui est ce qu'on appelle en anglais le upcycling, c'est-à-dire le fait de transformer quelque chose parce qu'effectivement, on ne peut pas le réutiliser en tant que tel ou parce qu'il n'est pas, voilà, il a plus d'intérêt en tant que tel, mais on peut le transformer avant de le faire devenir un déchet en modifiant son aspect, en modifiant son utilisation. Typiquement, tu parlais de kimono. Voilà, nous, on reçoit beaucoup de kimonos. Il y a énormément de kimonos de seconde main qui ne trouvent pas toujours preneur. On va être transparent. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces kimonos ? Et on a quelqu'un en interne à Lyon qui développe des concepts de tote bag en kimono avec les bretelles pour les porter en sac à dos, les bretelles faites avec les ceintures de judo. Ça rend
c'est trop joli. C'est Un vraiment sac à super dos, joli. ceinture noire, ceinture verte. Exactement. Et franchement, c'est des belles idées comme ça qu'il faut essayer de promouvoir. Avec quand même, on va pas se le cacher, le problème du prix. Parce que du coup, dès qu'il y a transformation, dès qu'il y a des personnes qui travaillent sur l'objet, bah, le prix va prendre beaucoup de valeur, surtout si c'est fait en France. Et du coup, après derrière, il faut trouver le public qui va être intéressé par ce genre d'article. Mais on peut aussi transformer des choses et faire des super belles choses avec du matériel qui est plus utilisé. On va passer aux questions dans 1 minute. D'abord, ma dernière question pour toi, Cécilia. Tu disais que donc, en fait, la filière, clairement, pour l'instant, elle n'est pas adaptée à faire du matériel recyclé pour le haut niveau et la haute performance. Est-ce que c'est un peu similaire pour les para-athlètes où finalement, ça va être tellement du cas par cas et tellement millimétré que c'est pas possible de répondre tout de suite d'avoir un produit recyclé pour un para-athlète? La spécificité de l'escrime, la technicité de nos produits, je pense que ça se retrouve aussi au niveau paralympique. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, une prothèse en carbone, elle est adaptée au millimètre près. Ceux qui étaient aux Jeux Olympiques, ils ont travaillé pendant des mois sur leurs prothèses, sur leurs fauteuils. Après, recycler, je ne suis pas assez experte là-dedans, mais c'est vrai que c'est des enjeux colossaux de vouloir réadapter une prothèse qui a servi à une personne d'1,80 m, une personne d'1,60 m, ce sera compliqué. Voilà, aujourd'hui, le haut niveau a des vrais enjeux de se réinventer, c'est évident, pour que ce soit dans l'air du temps. Et pour le sport paralympique, c'est la même chose. Ouais. C'est sûr qu'ils ont aussi des gros enjeux. Pour l'escrime fauteuil, c'est des fauteuils qui sont fixés au sol, qui sont tout particuliers. Ce fauteuil-là, vous ne pourrez pas l'utiliser dans la vie au quotidien parce que ce n'est pas du tout un fauteuil adapté. Donc oui, il y a les mêmes enjeux aussi olympiques ou paralympiques. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que des gens ont des questions ? Oui. Bonjour, merci pour cette table ronde qui était très intéressante. J'ai une question pour Théo Lapouge, j'ai 3 questions. La première, c'est au fur et à mesure des années, quels sont les éléments d'amélioration que vous avez en tête? Je ne sais pas, par exemple, vous dites que vous produisez au Portugal. Est-ce que vous dites, quand on aura plus les moyens, on produira en France plus proche? Ça, c'était la première question. La deuxième, c'est est-ce que justement vous sponsorisez des athlètes? Et par rapport à ce qu'a dit Cécilia, par rapport à toutes les dotations que les athlètes reçoivent, est-ce que si c'est le cas, vous êtes aussi dans une logique de diminution et de dire on n'a peut-être pas besoin d'envoyer 25 t-shirts de toutes les couleurs, voilà, ou est-ce que des athlètes vous disent pas besoin d'avoir un nouveau truc avec le logo qui a très légèrement bougé d'1 centimètre? Et la troisième question, c'est aussi en lien avec la recyclerie, c'est est-ce que vous travaillez avec des associations ou autres, comme vous êtes pas dans le circuit court, mais en gros, vous ne faites pas de stock et vous produisez à la demande. Voilà. Et une autre question qui me vient en tête aussi par rapport à ça, désolé, mais ça ouvre plein de portes. Est-ce que vous pensez à récupérer ou à proposer à vos clients de récupérer leurs t-shirts, pas usagés, mais disons, voilà, parce que ça nous est tous arrivé d'avoir des t-shirts, de les mettre dans les bennes à vêtements, sans parler de la recyclerie sportive, mais on les met dans les bennes à vêtements et après on voit les reportages où on voit qu'ils finissent en Inde ou au Pakistan et on est très content de les avoir mis dans les bennes à vêtements. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors 4 questions effectivement. La première, on est sur le côté local. Alors juste en perspective, ouais. Ouais, exactement. En termes de contexte, nous on a démarré il y a 1 an et demi. Donc toutes ces années d'expérience, on les a pas encore. Mais on a des mois d'expérience. Nous, en l'occurrence, on essaie de faire fabriquer localement, mais techniquement aussi, il faut que la compétence technique du fabricant, elle soit là aussi. Aujourd'hui, en plus, c'est des vêtements qui sont techniques, c'est des matériaux qui sont très techniques et potentiellement que le fabricant n'a jamais travaillé. Donc, il faut qu'il soit capable de le faire. Et en France, on n'est pas forcément armé pour faire tous les vêtements sportifs, techniques. Donc, nous, on vient faire un mix entre de la France, de l'Espagne, du Portugal, pour avoir le meilleur compromis, encore une fois, de technicité et d'éco-responsabilité et de localité. La deuxième question sur les athlètes sponsorisés. On sponsorise des athlètes, effectivement. Et nous, de toute façon, financièrement, c'est intéressant que de ne pas envoyer 25 couleurs par t-shirt ou par vêtement. Et pour l'athlète aussi, ça fait sens. Si il est intéressé par notre marque, c'est ce qu'il demande aussi. Et nous, de toute façon, on n'a pas de stock. Donc, on a forcément un peu de stock pour faire les échanges de taille. Par exemple, si Marine elle a pris un S et qu'il lui faut un XS, il faut qu'on les produise quand même
pour pouvoir lui renvoyer. Et donc en fait, un athlète sponsorisé, il va rentrer dans ce stock-là, ce mini-stock-là. Donc de facto, il n'aura pas 30 000 vêtements non plus. Mais ça lui convient très bien et c'est nous quelque chose qu'on prône et que l'athlète prône aussi. Et comme c'est des vêtements qui ne sont pas trop modés dans le temps, c'est-à-dire que nous, on crée un t-shirt de running Henri Saint, on n'en crée pas 12. Donc le t-shirt Henri Saint, il marche cette année, l'année prochaine et puis en 2028 potentiellement aussi. La troisième question, j'ai mangé la troisième question. Le travail avec les associations, mais on peut peut-être aussi donner la parole à Monsieur Pénaud sur la recyclerie, c'était pour les deux? Alors du coup, comme on est là depuis 1 an et demi, nos vêtements ils sont créés pour être très durables. Donc Dieu merci, on n'a pas encore eu de retour de vêtements usagés, mais c'est prévu. Et c'est prévu en fait de le récupérer et de le réemployer ou de le recycler. Ça dépend de la durabilité, de l'usure du vêtement. S'il n'est pas réemployable, il sera recyclé. Et je laisse la parole à Charles, parce que comment on peut réemployer un vêtement par exemple? Réemployer un vêtement, le réutiliser. Le réemploi, c'est l'utilisation du même objet pour la même finalité. Donc un vêtement de running sera vendu pour un runner, très clairement. Après, nous, on a des partenariats avec beaucoup de structures et d'entreprises, à la fois des producteurs et des distributeurs bien connus, parce qu'il y a effectivement toute cette logique de surproduction ou de production un peu importante, avec tout le dispositif aussi de service après-vente, où on n'est pas forcément hyper content et donc on le redonne, mais du coup l'entreprise ne peut pas le remettre en vente. Il y a tous des micro-défauts, il y a quelque chose que j'ai découvert à la recyclerie sportive, c'est les chaussures dépareillées. Parce qu'il y a des personnes, je ne savais pas, mais c'est pratique courante, on va acheter deux chaussures de tailles différentes. Et du coup, le magasin se retrouve avec les deux autres chaussures, mais du coup, ils ne peuvent plus les revendre. Donc voilà, nous, on récupère tout ça. Et après, on s'amuse à faire un petit puzzle pour mettre les 36 avec les 36, les 37 avec les 37, et ainsi de suite. Voilà. Mais on travaille avec des entreprises, et heureusement que les entreprises s'engagent aussi. On aimerait bien qu'elles s'engagent davantage, mais qu'elles s'engagent aussi sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci de la qualité des échanges. Véronique Fuchet-Garel, j'ai une question sur la place de la France au niveau européen et mondial sur ces sujets. Où est-on placé? En avance, en retard ou autre? Merci. J'espère que je ne vous mets pas dans l'embarras. Désolée si c'est Théo ça. Lapourge. Ça dépend des matériaux, ça dépend des équipements. Il y a des sports en France qui sont beaucoup plus démocratisés qu'ailleurs. Et à l'inverse, moi je vais prendre mon exemple pour le textile parce que je connais beaucoup moins les autres leviers. Nous, pour le textile, il y a une expertise textile mode en France, plus que sport, très clairement. Donc nous, on s'arrache les cheveux pour faire des vêtements en France très techniques, mais de base, on n'a pas trop cette compétence-là en France. Donc là, par exemple, on est en retard, la France par rapport à du Portugal ou de l'Espagne. Après, sur d'autres sports, je ne sais pas si on est en avance ou pas, mais il y a des sports qu'on fait qu'en France, où forcément on va être en avance sur des Anglais ou des Allemands. Moi, je ne peux pas trop répondre à votre question, je n'ai pas cette vision internationale encore, mais ça arrivera peut-être un jour. Il y avait une deuxième question au fond. Bonjour, donc je suis étudiant en commerce du sport et j'avais une question pareille pour Théo. Enfin, du coup, j'en aurais deux. Première, c'est lors de la création de votre marque, est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés? Je pense notamment à des difficultés financières pour tout ce qui est recherche et développement de ce textile recyclé, parce qu'on sait que ça peut avoir un certain coût. Et est-ce que ça a amené du coup à ce choix de ne pas avoir de stock? Et ma deuxième question suit un petit peu la première. Est-ce que si demain il y a une enseigne de sport similaire à Intersport ou Decathlon s'aligne sur une démarche environnementale, est-ce que vous serez prêt à modifier votre vision des choses et à peut-être créer du stock pour ce genre d'enseigne si vraiment il y a une démarche derrière, ou est-ce que vraiment vous voulez rester sur votre vision des choses à vous? Pour de la distribution sur ces enseignes? Ouais. Alors, première question financièrement. C'est pour ça qu'on n'a pas de stock et qu'on fait de la précommande, très clairement. Et ça, c'est une vision pour éviter la surproduction, évidemment. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi une manière
que de financer ces développements-là et de ne pas payer de stock. Aujourd'hui, le problème d'une marque classique ou d'une marque de mode, une marque de sport, c'est qu'elle va payer son stock 6-8 mois avant, elle va le sortir en début de saison, elle va le vendre à tarif plein, ensuite elle va le mettre en solde, en Black Friday, parce que c'est un peu le timing de cette semaine, et au final, elle va encaisser petit à petit. C'est complètement inversé. Et du coup, dans ce cas-là, il faut beaucoup de fonds au départ pour avancer ce stock-là, ce qui n'est pas notre cas. Ensuite, en développement, évidemment, tout ce qui est graines de ricin, etc., ça demande des ressources. Et deuxième question qui était sur la distribution. Alors, on a déjà une demande là-dessus d'une enseigne, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on est maître de notre image, on est maître de notre communication et on est maître de notre prix aujourd'hui. Et si on démarre chez une enseigne comme ça en distribution, on ne le sera plus. Par exemple, je vais faire de la redite sur le Black Friday, mais si Decathlon ou Intersport décident de faire du Black Friday, je ne serai pas là en magasin, dans tous les magasins de France, pour l'interdire. Donc, on a plus, en fait, à partir du moment où on est distribué, on n'a plus la main sur le prix. Et en termes de marge, nous, potentiellement, on ne s'y retrouvera pas non plus. Et du coup, et en plus, on ne peut pas faire de précommande. Nous, on n'est que sur de la précommande et en magasin, on ne pourra pas. Et ça, c'est plutôt l'entrepreneur qui va parler. C'est très problématique de gérer du stock et de la précommande en même temps, en termes de délai de production, de stockage, etc. Et en fait, on a un peu le pire des deux mondes, parce qu'on a du stock, donc on paye du stock, et on a de la précommande, et on paye de la précommande aussi. Donc on a un peu le pire des deux mondes. Une dernière petite question courte, ou deux très courtes. Après, c'est la pause déjeuner de toute façon, donc si vous n'avez pas faim, vous pouvez poser des questions. Merci. Alors du coup, je commence. Déjà, merci à vous quatre et pour l'inspiration que ça donne. On a tous un rôle à jouer, on l'entend bien en tant que consommateur, en tant que consommateur de textile, consommateur du sport, et puis et en tant que consommateur des recycleries sportifs demain et contributeur aussi. Alors moi, j'avais une question pour Cécilia, plus spécifiquement, parce que j'en avais conscience sans avoir conscience du suréquipement des sportifs de haut niveau. Est-ce que vous avez senti, et est-ce que les équipes de France ont ressenti un avant et un après lié aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui étaient censés être les Jeux Olympiques les plus verts de l'histoire? Donc, est-ce que ça s'est aussi appliqué aux équipes de France et aux équipements des équipes de France? En termes de textile et d'équipement, non. Non, parce qu'il y avait des enjeux aussi colossaux d'être habillé. Par exemple, lors de la cérémonie d'ouverture, là, on était sous des imperméables, on était bien cachés, mais c'était aussi des enjeux financiers de marque qu'on nous voit avec les beaux costumes. La marque aussi qui nous a donné, le coq sportif d'ailleurs, qui a coulé derrière, ça a été assez compliqué pour eux avec des enjeux totaux. On a eu beaucoup. Alors, c'est vrai que ça reste de la matière aussi où ils vendaient le fait que ce soit écolo, mais on a eu beaucoup. Parce que pendant 15 jours, vous vivez au village, vous vous entraînez pas mal, ils veulent qu'on soit habillé que comme ça. Donc, il y a aussi, non, il n'y a pas encore eu d'évolution. C'est sûr que les marques, de plus en plus, tu reçois des produits avec marqué matière recyclée, ça, mais en termes de quantité, pour moi, c'est encore beaucoup trop. Ouais. Oui, la famille ou même les clubs, les écoles, ça marche très bien. C'est sûr que vous donnez un t-shirt avec les jeux, vous voyez dans une classe, vous le signez toute l'équipe de France et c'est génial. Mais tout le monde ne le fait pas malheureusement. Et si on avait moins à la base, on n'a pas autant besoin. Merci. Une autre petite question par là et deux petites questions. Très rapide alors ? Très rapide, me dit monsieur le chef des horloges. Où est le micro ? Le micro est parti manger ? Ah. Bonjour, je m'appelle Gaspard et je pensais pour Théo et Charles, est-ce que vous penseriez que vous pourriez monter avec d'autres personnes dans tous les autres pays ces associations en grand pour aider à financer et aussi à produire des vêtements pour les prochains JO qui pourraient s'y passer dans ces pays? Des ambitions internationales, Théo Lapourge? Oui. Non, évidemment, c'est un modèle, tant pour Charles que pour moi, un modèle qui est duplicable, c'est-à-dire qu'on peut le faire d'un pays ou un autre pays. Dans mon cas, je ne suis pas sûr qu'il y ait une marque de vêtements de running qui fasse ça dans d'autres pays. Je suis quasiment sûr que non. Pour Charles, je ne saurais pas dire, donc je vais le laisser répondre. Mais je pense qu'on peut dupliquer le modèle de Charles également à l'international. Alors moi, je l'ai dit, je n'ai pas une vision internationale encore assez poussée.
Mais j'ai la chance d'avoir grandi en Italie, donc je vois un peu ce qui se passe en Italie. Et il y a des choses qui se passent en Italie sur le réemploi, aussi des articles de sport. Donc je suis assez confiant. C'est toujours une question de priorité et de où on met l'argent. Et donc forcément, voilà. Nos modèles sont duplicables à partir du moment où il y a des gens qui nous accompagnent dans cet essaimage. Ce qui est le cas de certaines entreprises. J'ai mentionné un Matmut, mais on a eu d'autres partenariats, Decathlon en particulier, qui est un gros support. Mais s'il y en avait d'autres, on pourrait faire encore plus. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci encore à nos 3 invités. Et bon appétit tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous.